Les enjeux internationaux, c'est finalement le non qui l'a emporté. Hier et dimanche, les Italiens étaient appelés à se prononcer sur une réforme constitutionnelle de la justice portée par le gouvernement Meloni. Celle-ci était officiellement conçue pour séparer les carrières des juges et des procureurs et restructurer le Conseil supérieur de la magistrature. Mais bien plus qu'un débat technique, cette réforme était devenue un test de légitimité pour le gouvernement, une potentielle réforme plus profonde de la Constitution. Que dit ce non de la vision portée par les Italiens de leur constitution et plus largement du gouvernement Meloni? Bonjour, Eleonora Bottini. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à Sciences Po Paris. Alors, il faut commencer par nous parler du taux de participation. Comment comprendre que celui-ci soit aussi élevé pour une réforme très technique? Alors sûrement, déjà il faut dire que c'est un taux de participation de environ 10 points supérieur au dernier référendum constitutionnel. Donc c'est vraiment une donnée importante. Et l'autre aspect intéressant, c'est que plusieurs analystes considéraient que plus de participation aurait plus probablement porté à une victoire du oui. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a ces deux nouvelles relativement inattendues et potentiellement contrastantes. Finalement, c'est le non qui l'emporte avec une très large majorité de 53,2%. Qu'est-ce que cela veut dire de la De la participation situation, massive, de oui. l'intérêt en fait que les Italiens portent à leur constitution? Uhum. C'est sûrement la façon dont le débat a été structuré comme une défense ou une attaque de la Constitution. Les Italiens sont très attachés à cette Constitution d'après-guerre. L'argument a été relativement facile que de dire y toucher, c'est toucher au principe antifasciste de l'Italie. Évidemment, le gouvernement en place ayant aussi un rapport assez ambigu avec le passé fasciste italien, les deux arguments allaient dans le même sens. Et ont sans doute amené beaucoup de jeunes. Il y a aussi un taux de participation et du non des jeunes très important. On sait ça ce matin. On va écouter justement Giorgia Meloni s'exprimer. La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi Je si sono traduis. espressi con La chiarezza. souveraineté appartient au Il governo ha peuple fatto et quello che aveva aujourd'hui, promesso, les portare Italiens se avanti sont una clairement riforma della exprimés. giustizia Le che ha gouvernement a scritto nel tenu nostro sa programma promesse en elettorale. menant à L'abbiamo bien sostenuta une fino in seconde fondo. réforme de la Noi vi abbiamo justice promesso inscrite opportunità dans ai notre programme cittadini électoral. e i Nous avons cittadini soutenu hanno fatto cette réforme jusqu'au bout puisque nous avons remis le choix entre les mains des citoyens. Les citoyens ont décidé et comme toujours, nous respectons leurs décisions. Il subsiste bien sûr un regret quant à l'occasion manquée de moderniser l'Italie, mais cela ne change rien à notre engagement à continuer de travailler avec sérieux et détermination pour le bien de la nation. Un commentaire sur cette déclaration, Eleonora Bottini. Alors, ce commentaire positif envers la participation populaire était inévitable parce que ce gouvernement, le référendum, l'avait voulu. Il faut savoir qu'en Italie, le référendum n'est pas la voie principale pour réviser la Constitution. C'est une voie accessoire dès lors que la réforme n'a pas les 2 tiers du vote favorable des deux chambres parlementaires. Or, ce vote de 2 tiers, le gouvernement ne l'a pas cherché, la majorité ne l'a pas cherché. Au contraire, a voulu mener d'un pas très rapide le vote purement majoritaire de cette réforme, en raccourcissant les temps, en éliminant beaucoup d'amendements, en utilisant tout un tas d'outils qu'on appellerait en France du parlementarisme rationalisé. La volonté était d'aller au peuple le plus rapidement possible. Cela a un lien avec l'empreinte populiste du gouvernement de la majorité en place. Donc, inévitablement, quel que soit le résultat, il fallait qu'il soit accepté et même exalté en tant que participation populaire par l'actuel gouvernement, qui d'ailleurs s'était bien gardé de mettre en jeu sa propre survie sur le vote électoral, ce qu'avaient fait d'autres avant lui, Matteo Renzi en 2016 par exemple. Et oui, parce que quel était l'objectif affiché de cette réforme? Donc, Giorgia Meloni vient de parler de modernisation. Donc, bon, ça c'est un mot un peu passe-partout. Tout à fait, c'est un mot passe-partout parce qu'évidemment, on ne sait pas en quoi séparer les carrières des magistrats serait plus ou moins moderne que l'alternative. On sait qu'il existe plusieurs exemples en Europe et que, par exemple, en France, on est plus vers cette séparation que pour l'Italie, qui a un corps unique de magistrats dès la constitution de l'après-guerre. La volonté affichée était de dépolitiser en quelque sorte la magistrature, le corps des magistrats, en le faisant, distinguant plus clairement le rôle des magistrats du siège et du parquet. Mhm. On considère que ce corps unique a une culture commune, un socle commun qui fait bloc contre parfois les intérêts de la défense ou même contre les intérêts de l'exécutif. On sait aussi qu'on fait partie du débat les critiques
que la majorité a porté aux magistrats pour avoir bloqué certaines des réformes. On se souvient notamment de la déportation de migrants illégaux vers des pays tiers, par exemple, que la justice italienne a bloqué, s'attirant les foudroyantes critiques de la majorité en place. Oui. Et est-ce qu'on sait des choses d'ailleurs sur la mise en œuvre de cette réforme? Alors ça, c'est un autre élément. On savait assez peu de choses. D'un côté, c'est normal. La Constitution ne dit pas tout. Les constitutions sont des textes généraux par définition. Il faut ensuite les préciser par des lois. On appelle ça en France des lois organiques. Et c'était le cas, évidemment, en Italie. C'était des lois qui devaient mettre en œuvre la réforme. Il semblerait, ou en tout cas, il a semblé à beaucoup de monde que le gouvernement est resté volontairement vague sur des aspects très précis, très techniques. Par exemple, sur cette question du tirage au sort. Il s'agissait de modifier la composition du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, par des magistrats tirés au sort, plutôt que des magistrats élus par leur pairs, comme c'est le cas aujourd'hui. Les modalités techniques précises de ce tirage au sort étaient assez peu précisées, ce qui a donné le flanc à une critique assez puissante de cette réforme, il s'agissait de donner un chèque en blanc au gouvernement, dont il aurait pu faire évidemment ce qu'il aurait souhaité. Il faut aussi savoir qu'en Italie, il y a une pratique des décrets législatif qui est assez importante. Donc quand on dit il faut des lois, en réalité, la plupart auraient été sans doute des décrets pris par le gouvernement lui-même. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous rappelle, j'ai envie de dire, des souvenirs à nous autres Français. C'est la question de la politisation des magistrats. Ça, c'est un thème transalpin, enfin, qui existe d'un côté et de l'autre. Tout à fait, et c'est un thème même, on pourrait dire, global. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire, se percevant et étant perçu comme un contre-pouvoir, certaines de ses décisions sont critiquées, à tort ou à raison, cela va dépendre, comme étant motivées politiquement. Maintenant, la question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on entend par politique. C'est-à-dire qu'on a accusé là, et depuis longtemps, depuis Berlusconi, les magistrats italiens d'être politisés à gauche, dès lors qu'ils avaient notamment soit inquiété des personnalités de droite, soit bloqué des politiques plutôt de droite ou de centre-droite. Or, la politisation due à ce mode électoral du Conseil supérieur de la magistrature est plutôt une politisation de courants politiques professionnels, pas forcément de partis, mais plutôt tendant à représenter telle ou telle sensibilité à l'intérieur de la catégorie professionnelle des magistrats. Donc même le mot politique peut être utilisé de façon assez différente. Est-ce que ça signifie aussi que c'est l'une des offensives donc de Giorgia Meloni contre la gauche italienne? Est-ce que c'est, là encore, une manière de frapper l'autre camp? Ce qui est certain, c'est que cette réforme était marquée à droite parce que c'est un grand cheval de bataille berlusconien dès le début. Et donc la coalition de droite était massivement pour le oui. La gauche, en revanche, était un peu plus divisée sur le camp du non. Alors certes, les deux exposants principaux, la secrétaire générale du Parti démocrate, du parti de gauche, et le leader des 5 étoiles, les deux s'étaient clairement exprimés pour le non, mais ce n'était pas forcément le cas de tous les membres de leur parti ou de toute la grande coalition de gauche. Il s'agissait, je pense, plus qu'une attaque contre la gauche, une demande de légitimité populaire pour la droite. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais au final, ça a été quand même le résultat de deux camps qui s'affrontent en vue des élections de l'année prochaine. Bon, et puis, cela témoigne aussi d'une sorte de réveil de la gauche, parce que la gauche italienne n'a pas véritablement manifesté bruyamment son opposition à Giorgia Meloni depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. On a le sentiment qu'elle est un peu amorphe, je me trompe? En tout cas, beaucoup morcelée. Enfin, très morcelé, depuis l'élection de l'année dernière, il n'y a pas de la dernière fois, en 2022, il n'y a pas eu de grande union, ni même de petite union de la gauche, et c'est sans doute une des raisons qui a porté Giorgia Meloni au pouvoir. Mais comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a eu, alors ça n'a rien à voir la politique a priori avec la politique intérieure, mais j'ai eu la sensation que la principale mobilisation de la gauche italienne avait été en faveur de Gaza. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation très importante et il y a même une forte mobilisation en Italie d'une manière générale contre la guerre. La constitution italienne est encore une fois mobilisée dans ce sens parce que la constitution italienne affirme explicitement que l'Italie rejette la guerre et cet argument
profondément constitutionnel est utilisé pour justement réunir une opposition. Et donc toute intervention, d'ailleurs y compris parfois pour l'Ukraine, en soutien de l'Ukraine, soulève une opposition qui se réunit contre un gouvernement qui manifesterait un soutien quelconque vis-à-vis D'une opération d'une militaire. opération militaire. Comment vous expliquez ça? C'est sans doute un héritage d'après-guerre, hein. Évidemment, on a des souvenirs à Ndiaye qui sont assez marqués. C'est aussi une société civile qui est très mobilisée. Si je voulais faire court, je dirais pas plus qu'ailleurs. Peut-être pas plus qu'ailleurs, mais je pense que cela s'ajoute à un terrain de la société civile, des ONG, vraiment d'un militantisme de la société civile pour la paix. Alors, avec Ouais, toutes bien les- sûr. Alors, en tout cas, des manifestations massives, on l'avait vu. Mais alors, ce qui est étonnant, Eleonora Bottini, donc on comprend bien hein, la logique de tout cela, mais ça mobilise peu sur des thèmes intérieurs. Ça mobilise beaucoup moins sur des thèmes intérieurs. Et c'est vrai que sur les thèmes intérieurs, la gauche restait jusqu'à présent très très divisée. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que cette victoire du non ouvre la campagne électorale de 2027 et l'ouvre avec l'idée d'un front de gauche uni? Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'il y a une incarnation? Il n'y a pas d'incarnation claire. Il y a en revanche des rumeurs d'une primaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les réactions d'après ce résultat du non ont réactivé le débat. Faut-il une primaire de la gauche? Pour l'instant, c'est surtout les 5 étoiles qui se sont positionnés en faveur d'une primaire, alors que le Parti démocrate, disons incarnant le centre-gauche plus traditionnel, n'y va pas forcément de ses pas. Merci beaucoup, Eleonora Bottini. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à Sciences Po Paris et vous avez fait paraître un ouvrage collectif, La Constitution italienne vue de France, aux éditions de la Société de législation comparée. Merci Merci de à nous vous. avoir rendu visite dans